Et avant de recevoir l'invité qui est l'auteur de ce livre-ci, que je vous remonterai, je vous lis mon éditorial pour introduire la thématique de angoisse, pédiatrie et bisous magiques. Les parents parfaits savent reconnaître les maladies, distinguer ce qui est grave de ce qui est bénin. Ils connaissent des remèdes transmis de génération en génération. Ils sont autonomes, les parents parfaits. Ils savent tout faire. Ils ont fait médecine d'ailleurs. Ils sont spécialisés en pédiatrie, en immunologie, sont experts en psychologie de l'enfant, en pédagogie, en développement, en physiologie et bien sûr en nutrition. Les parents parfaits sont des mamans. C'est relativement consensuel dans les littératures contemporaines. On attend des mamans qu'elles gèrent à peu près tout. Il semblerait que ça évolue un petit peu, mais on est loin d'un changement de paradigme. Les parents parfaits sont angoissés parce qu'ils baignent dans un monde d'infobésité où la question de la périnatalité et de l'enfance est saturée d'injonctions à faire mieux, à faire plus, à consulter des praticiens alternatifs qui en savent tellement plus, être plus proactifs, plus efficaces, plus en avance, plus savants finalement que les experts. Quoi qu'ils décident niveau vaccination, ils trouveront des gens très agressifs pour leur dire qu'ils se trompent et font mal à leurs enfants. Donc, angoisse, angoisse. Et après, on s'étonne que les gens fassent moins d'enfants et que le président dise à tout le monde à la télé qu'il faut un réarmement pédagogique. Démographique, pardon. Il aimait déjà parler de dire que la pandémie, c'était la guerre. Hein. Il aime beaucoup la guerre. Peut-être qu'il est possible d'avoir des enfants sans sombrer automatiquement dans la panique absolue de chaque instant. Peut-être pouvons-nous apprendre à construire une confiance dans les métiers de la santé qui font des progrès constants et qui ont fait chuter drastiquement la mortalité infantile en quelques générations. Pour cela, il faut être capable de trier, je vais articuler, l'information et de ne pas se focaliser sur tous les propos anxiogènes qui vous promettent les pires catastrophes. Si vous ne devenez pas expert d'une bobologie vendue par des sites internet, des magazines ou des charlatans en freelance. Le docteur Winter, mesdames et messieurs, la Stoubib sur Internet, a quelques propositions pour vous aider dans son récent livre Le bisou magique existe-t-il, que je vous conseille. Je l'ai lu, il est très très bien, et en plus il est vachement drôle. Et donc je reçois mon invité, si j'arrive à faire fonctionner mon logiciel. Bonsoir Nicolas. Il faut allumer le micro, et ce sera parfait. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Est-ce que ça va? Oui, 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 ça va, ça va, ça Pas- va. Je fais un peu comme les enfants que je vois aux urgences. Je teste les maladies. Donc là, aujourd'hui, j'en testais une. Voilà, mais ça va à peu près. D'accord, bon bah c'est bien, Faut mais toujours tout tester. c'est important que les médecins testent les maladies. Euh, Ouais. alors, ce livre, il sort aux éditions First, je les connais bien, il est illustré, il est très drôle. Et donc toi, tu es connu parce que tu as une page Toubib or not Toubib qui est et un site internet, c'est ça? Alors, j'ai juste, moi, je passe juste par les réseaux. Donc, je n'ai pas de site à proprement parler. C'est juste, voilà, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter, Threads. Voilà, je n'ai pas de réseau pardon, de site internet à proprement parler. Maintenant, donc ça, c'est ton deuxième livre? C'est le deuxième livre, oui, on pourrait même, c'est vrai qu'il y aurait trois, parce que le premier a bénéficié de deux éditions, d'une mise à jour, hein, par rapport aux données scientifiques qui avaient avancé entre les deux. Mais oui, c'est pour le stricto sensu, c'est le deuxième livre. Ouais. D'accord. Alors, bon, du coup, on va parler du bisou magique, mais avant de parler du bisou magique, une question générale. Le médecin, face aux croyances populaires des patients, dans quelle mesure c'est compliqué? Et dans quelle mesure c'est récurrent? Dans quelle mesure c'est compliqué? Alors, juste le Alors, rappel, je toi, vais tu es peut-être. pédiatre, hein, pardon, il faut dire aux gens ce que tu fais dans Oui, ton je métier. suis pédiatre aux urgences pédiatriques, hein. Donc moi, c'est mon temps complet, je le passe aux urgences. Mon job, en gros, c'est d'arriver à détecter ce qui est grave, ce qui n'est pas grave, d'arriver à faire les traitements les plus essentiels et à dispatcher finalement à la fin. L'enfant, est-ce qu'il peut repartir à la maison? Est-ce qu'il doit rester en surveillance? Est-ce qu'il doit être hospitalisé? Est-ce qu'il doit être transféré? Donc c'est tout un travail de décisionnel, diagnostic, démarche diagnostique, on va dire. Mhm. Alors, je vais commencer ta question par l'inverse. Est-ce que c'est récurrent? Oui. Oui, c'est tout ce qui est croyance et fake med, en fait, sont des choses qu'on voit en fait, tous les jours aux urgences. Après, dans quelle
mesure, c'est difficile. Ben, c'est difficile parce que normalement, hein, le médecin exerce une discipline qui se fait donc sur la science médicale, donc qui est une science et qui repose sur des preuves et qui repose sur finalement une efficacité ou une non-efficacité prouvée de façon scientifique. Donc, se retrouver par rapport aux croyances des gens va être difficile parce qu'il va falloir essayer de comprendre ces croyances, d'arriver à leur parler à ces gens derrière les croyances et pas forcément, je dirais, à les contrer, mais au moins de les remettre dans leur contexte. Ouais. Mais dans quelle mesure c'est frontal, pas frontal? Enfin, parce que bon, il y a des différents degrés, hein. Il y a des anti-vax purs et durs où c'est compliqué, mais la plupart des gens, lorsqu'ils sont, surtout aux urgences, peut-être que ça les rend plus humbles. Tu avais évoqué ça en préparant l'émission. Lorsqu'il y a Oui. urgence, ils écoutent, quoi. Oui, 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 oui. Alors, ta question, c'est est-ce que je me suis déjà fait kidnapper, enlever dans une voiture, ligoter, etc. Non, pas encore, Ah, hein, bon. et je remercie les gens de ne pas le faire. Euh, Est-ce que on m'a déjà menacé? Oui, on m'a déjà menacé de mort sur les réseaux. J'ai déjà été victime enfin voilà, d'attaques pirates sur les réseaux, sur la page Facebook au moment des vaccins Covid, de l'époque Covid. Mais dans le réel, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup moins parce que le réseau social va donner une sorte d'impunité, une sensation d'impunité aux Mm. gens qui peuvent dire tout et n'importe quoi à l'interlocuteur en oubliant à qui ils ont affaire. Par contre, quand vous arrivez aux urgences, vous avez un médecin en face de vous qui, ben voilà, c'est pas la personne lambda sur laquelle vous parlez sur Internet avec un pseudo, c'est un médecin avec un titre, avec la blouse, hein, c'est l'attirail Ouais, traditionnel. Et ouais. puis vous avez votre enfant qui a quelque chose, qui souffre de quelque chose. Et là, bah, il faut choisir. Soit vous vous en remettez aux croyances et fake med que vous aviez pris comme maître étalon auparavant, soit si vous êtes là, bah, il va falloir négocier avec ce médecin. Euh, Dans la partie 3, j'évoquerai la condamnation de 4 harceleurs qui avaient harcelé Nathan Pafersmadja, justement. Peut-être que tu as suivi l'affaire, qui s'est fait beaucoup harceler sur les réseaux Oui, tout à pendant fait. le Covid. Est-ce que les parents sont trop... Enfin, est-ce que la périnatalité est angoissante? Parce que en termes de contenu, parce que le bouquin, en fait, il est rassurant, je trouve. Un des buts, c'était ça, non? C'est depuis le début, les deux, hein, que sur le premier comme le deuxième, le but, c'est d'essayer de ramener les gens dans le monde réel et de distinguer ce pourquoi ils doivent être inquiets, ceux qui doivent pas, pourquoi ils doivent pas l'être. Et du coup, ça a un effet, bah oui, c'est un effet rassurant et puis c'est un effet dédramatisant parce que, bah, comme tu le disais tout à l'heure dans l'introduction, c'est dit avec humour, c'est dit avec peut-être des références que les gens ont de culture pop, Mhm. etc. Et du coup, le message passe mieux en étant certainement moins lourd. Le but, c'est en effet d'essayer de diminuer l'angoisse parentale parce que pour répondre à la question de fond qui se cache derrière ça, la périnatalité, c'est peut-être une des périodes les plus angoissantes de la vie. Vous accueillez un enfant, un petit être très fragile, et qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter. Ils viennent pas avec une notice, hein, ils viennent pas, non, Ouais. on n'est pas chez Ikea, il n'y a pas de notice inclus dedans. Euh, il faut apprendre. On ne naît pas parent, on l'apprend au fur et à mesure. Alors, on va rentrer un peu dans le contenu du livre. Tu évoques différents trucs qu'il faut débunker. Donc, le syndrome de Kiss, les freins buccaux, la noyade sèche. Ça, je ne connaissais pas. Est-ce que tu peux, voilà, bon, les gens pourront les lire, mais Kiss, c'est quand même un truc que les parents ont beaucoup entendu forcément. Les non-parents, non, mais les parents, oui. C'est quoi cette histoire? C'est un truc, comme tu dis, qui se répand comme un peu un truc viral hein, sur les réseaux de mamans, en fait, les forums de mamans, les groupes de mamans d'entraide qui ont leurs bons et leurs mauvais côtés, mais je trouve aussi beaucoup de mauvais côtés, surtout par rapport au côté anxiogène. Et voilà, le syndrome de Kiss, c'est un truc totalement imaginaire. Hein. Ça pourrait être un truc, ça pourrait être un sujet pour ton émission à part entière, tellement Oui. c'est tellement bien conçu. Pour moi, c'est, je pense, peut-être la reine des fake med, donc c'est-à-dire une pseudo-science qui prend la plure de la science pour proposer un traitement
qui en fait n'a pas de preuve d'efficacité et même pas de preuve tout court chez l'enfant. Et là, ici, le syndrome de Kiss, on postule que tout un tas de symptômes qui sont liés à la natalité, à la périnatalité, qui vont être les pleurs, les coliques, le reflux, la tête plate, enfin vraiment plein de choses. Tout ça, en fait, ça appartient à un syndrome qui serait dû à une anomalie donc anatomique. Cette anomalie anatomique, ça serait entre les vertèbres C0, C1 et c'est cette subluxation qui va emprisonner le nerf vague qui passe par là, qui va l'irriter au minima et qui va causer tous ces symptômes. Donc, pour soigner, eh ben, c'est très simple, il faut faire appel à des techniques de déblocage qui s'inspirent aussi de choses ostéopathiques et qui vont faire des manœuvres cervicales en fait, sur les enfants. Et ça résoudrait de façon magique tous les symptômes liés à ça. Donc on est d'accord que a priori, je te tiens là parce qu'on n'avait pas développé ça, mais l'ostéopathie sur les enfants, est-ce que tu as un avis là-dessus? Parce que l'ostéopathie sur les adultes, bon, ça se discute, j'entends bien, mais sur les enfants, peut-être que tu aurais un avis. L'ostéopathie, en fait, à la base, c'est quand même une discipline qui, quand on remonte aux sources de qui l'a fait et comment ça a évolué, n'a en fait aucune assise scientifique, n'a aucune la théorie qui sous-tend l'ostéopathie, qu'elle soit après dans les autres champs, viscérale ou crânienne, n'est pas quelque chose de scientifique, n'est pas du tout quelque chose de médical. C'est des intuitions, mais qui finalement ne reposent sur rien en réalité, parce que quand on le compare à l'anatomie, quand on le compare à la physiopathe, ça ne marche pas, ça ne colle pas, sans compter voilà, tout ce qui est preuve. Pour l'ostéopathie pédiatrique, soyons simples, ça n'a aucune utilité chez l'enfant. Voilà, il faut être clair. On est ici, on parlait je sais que tu parles souvent de ce genre de choses dans les faits placebo, dans les faits contextuels, et il n'y a pas de recommandation d'aucune société scientifique pédiatrique à l'heure actuelle pour recommander l'ostéopathie pour un enfant qui soit en bonne ou en mauvaise santé. Il n'y a aucune preuve de l'efficacité de l'ostéopathie crânienne sur la plagiocéphalie. Il n'y a aucune preuve de l'ostéopathie viscérale soit efficace sur tout ce qui est colique, constipation, etc., qui ne répondent pas en fait à des choses qui sont très inspirées de la thérapie manuelle, quand ce n'est pas d'autres choses plus New Age. Et donc, l'ostéopathie, c'est à la limite peut être qualifié de bien-être, mais quand le praticien qui le fait en est conscient, ce qui est assez problématique car c'est de moins en moins le cas. Et en gros, il faut quand même se souvenir qu'il est interdit en France de pratiquer des manœuvres sur le rachis cervical d'un enfant de moins de 6 mois sans avoir un diagnostic médical et un certificat qui atteste que ce diagnostic médical mérite normalement une utilisation de techniques sur le rachis cervical de l'enfant. Et on rappelle que l'expert là-dedans, la discipline scientifique, ce n'est pas l'ostéopathie, c'est la kinésithérapie. Okay. Donc, si on vous envoie vers un ostéopathe pour un enfant, pour lui déplacer les os du crâne, pour libérer, que sais-je, ou toucher son cou, la réponse est non. Voilà, et non, parce que il faut quand même rappeler, hein, on est dans c'est toujours pareil avec tout ce qui est fake med et ce qui entoure ce qu'on appelle familièrement les médecines alternatives, etc. C'est que il faut mettre au centre la notion de bénéfice-risque. On a pour ces pratiques des choses où les bénéfices ne sont pas du tout clairement établis contre versus placebo, et on a des risques, par contre, qui sont existants. Le syndrome de Kiss, on rappelle que dans une des très rares études où ils en parlent, des enfants en fait avaient des tumeurs de la fosse postérieure au niveau cérébral. C'est un retard énorme de diagnostic. On peut rappeler aussi que les manœuvres de ce type, cervicales, Kiss ou pas Kiss ou autres, entraînent des apnées, des malaises graves du nourrisson. Ça n'a aucune place. Ouais. Alors, après Kiss, les gens pourront lire le livre, hein, tu évoques aussi donc, les freins buccaux. C'est pareil, c'est une mode qui me l'air assez récente. Je te laisse expliquer, tu diras ça mieux que moi. Les nouveaux parents qui nous écoutent, eux aussi en ont entendu parler. Oui, c'est pareil. C'est encore beaucoup plus répandu, je pense, hein, que le précédent syndrome de Kiss. C'est-à-dire que ici, on n'est pas dans le même type de choses. C'est-à-dire que le premier dont je viens de parler, on est dans une fake med qui est complètement imaginaire. Hein. Ça n'existe pas, il n'y a pas de base
scientifique, anatomique à ce qui est dit. Alors que ici, pour les freins buccaux, donc on parle du frein de langue et on parle aussi du frein de lèvre supérieure, les freins buccaux, c'est une pathologie qui existe de façon minoritaire sur les nourrissons, qui se détecte pour la plupart du temps à la maternité et qui nécessite parfois un geste si ça gêne l'allaitement et que c'est confirmé par plusieurs spécialistes. Par rapport à l'allaitement. Ça peut se discuter en effet, et ça existe. Hein. J'en ai déjà moi-même coupé quelques-uns en néonat, ou au moins vu faire. Et je pense que là, il s'agit d'une FECMED par augmentation, par exagération. On Voilà, généralise. exagération. Pardon? On généralise. Voilà, oui, oui, c'est le fait maintenant d'en voir partout. Euh, je crois que c'était l'Australie qui a tiré la sonnette d'alarme, qui avait vu une augmentation de plusieurs, je crois 300% de la section de frein de langue, parce que la section de frein de langue, en gros, ça permettait de résoudre tous les problèmes. On n'était plus dans le problème juste d'allaitement, on avait expliqué des problèmes de langage, on avait expliqué des problèmes de développement orofacial, on avait expliqué des problèmes de tension dans la colonne, enfin tout y passait. Et en fait, bah, encore une fois, ça ne reposait pas sur des consensus. Il manquait un consensus, des consensus qui sont arrivés. Hein, qui sont arrivés. Il y a maintenant au moins 2 consensus américains, australiens qui existent et d'excellents articles à ce propos d'une médecin française dont le nom m'échappe parce que ça, voilà, il faut toujours que ça échappe au bon moment, et qui a fait un excellent article là-dessus et qui en fait demande de se raisonner. Hein, parce que aussi, pareil, ce n'est pas forcément un geste anodin, surtout s'il est mal fait, s'il est fait pour de mauvaises raisons, si on coupe la mauvaise structure, si on fait des rééducations qui ne servent strictement à rien. Les freins de langue, on est ouais, dans l'exagération, quoi, dans la généralisation. Donc, au moins demander un second avis avec, chez Oui. un vrai médecin avant de passer. Qui pratique cette opération? Alors, c'est un sujet très complexe. Hein. C'est vraiment, je pense que, je ne sais pas si on y reviendra après sur pourquoi les fake meds, justement, ont de plus en plus le vent en poupe, mais c'est quelque chose de complexe parce que, normalement, c'est du ressort des médecins néonates, voire des sages-femmes, de pouvoir faire ce type d'acte après une évaluation rigoureuse. C'est-à-dire que quelqu'un qui regarde la bouche de votre enfant en disant waouh, c'est bon, il y a un frein de langue, je l'ai regardé 7 secondes, il y a un frein de langue, c'est bon. Alors, normalement, s'il n'a pas demandé conseil à quelqu'un d'autre, s'il n'a pas vu l'enfant au sein, s'il n'a pas vu comment l'allaitement fonctionne avec la maman, s'il n'a pas vu en fait les autres choses, ben, c'est juste, c'est n'importe quoi. On peut avoir un frein de langue aussi et avoir un allaitement qui soit normal. Ça arrive également, ça se voit, c'est quand il est gênant qu'on doit le couper. Et le problème complexe, c'est d'arriver à trouver donc le spécialiste qui va nous dire ça. Normalement, c'est les médecins néonates, hein, c'est eux qui regardent l'enfant en premier. Après, ça peut être un pédiatre, ça peut être une sage-femme qui est qualifiée là-dedans, mais c'est très complexe pour les parents de s'y retrouver. Il ne faut pas hésiter à demander des seconds avis pour avoir le meilleur sentiment là-dessus. C'est compliqué. D'accord, mais quand même, quand les parents passent par cette opération, ils passent par. C'est un médecin qui le fait, ça peut pas être n'importe qui. Médecin, sage-femme, mais en France, et c'est ça la dérive, tu as d'autres disciplines qui ne sont pas médicales, comme les chiropracteurs, comme les ostéopathes qu'on parlait précédemment, qui se permettent de couper les freins de langue alors qu'ils ne le doivent pas. Il y a aussi d'autres spécialistes, des ORL, qui parfois le coupent aussi avec excès. C'est un sujet vaste et complexe qui met en évidence en fait quelque chose d'assez. Je ne sais plus si tu m'avais dit que tu avais fait une vidéo dessus ou que tu vas faire, mais de l'importance du consensus en fait, du consensus scientifique, Ce sera parce que le quand il n'y en 15 a pas avril. de consensus, tout le monde fait un peu à sa sauce en fait. Ah oui, mais c'est ça, mais Mm. euh, le patient, il sait pas. Donc, quand Oui, un pro lui dit, bah, il faut couper, bah, c'est, il y a- enfin, la plupart des gens sont pas méfiants. Ils ont raison d'avoir confiance. Mais quand on a confiance et qu'on lui dit, bah, il faut couper le frein, bah, du coup, on le fait. Hein. ouais. Et bon, Mais et il bah, faut de la actuellement, du responsabilité coup, on médicale, est tu as dans un contexte parfaitement où raison. les professionnels de santé ont tendance à faire trop d'actes. Peut-être pour des raisons pécuniaires aussi, s'ils sont payés à l'acte. Enfin,
Les gens vont forcément soupçonner ça. Est-ce que c'est ça la cause? Alors, il y a peut-être des raisons pécuniaires, hein. Franchement, dans les fake med, il y en a toujours, hein, soyons clairs, hein, c'est Mais l'argent au-delà qui des domine fake le med, monde. Euh, arracher les dents de sagesse. Oui, Moi, oui, j'ai des gens oui. qui me disent, Et encore une en fois fait, ça sert aussi, à c'est rien, mais, pareil. mais ça fait Il y a des arnaque et gens, on en est fait, payé. tout est le problème et de l'exemplarité que doit donner la profession. On se retrouve au cœur de ce problème-là. C'est-à-dire qu'il y a des recommandations, il y a des choses à suivre officielles. Ceux qui en dévient, bah, ils le font souvent de leur propre chef, sauf s'ils ont ouais, fait une réunion de concertation pluridisciplinaire, que c'est un cas très épineux et que c'est très, très rare, en fait, finalement. Mais on en vient là à quelque chose que tu disais, en fait, le parent, il sait pas, le parent, le patient, même en général, il ne sait pas, il se repose sur l'exercice du médecin et lui fait confiance. Le parent, c'est pas le responsable là-dedans. Le responsable, c'est le praticien qui est en face et qui abuse de son autorité, qui abuse de cette asymétrie dans la relation médecin-malade et qui va finalement proposer un traitement qui est illusoire ou excessif. Et là, je te rejoins complètement. C'est pour ça que normalement, et là, on va pas, je pense que sinon j'aurais mis un gilet en Kevlar avant, c'est L'ordre. normalement l'ordre qui L'ordre. doit régler ce genre de choses, qui doit être très L'ordre strict. dont on ne doit pas prononcer le nom. Ok. Exactement, exactement. Alors, est-ce que tu peux nous parler 2 minutes de la noyade sèche? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai lu, hein, mais j'ai pas retenu en fait. Je découvrais ça. C'est quoi? Alors, la noyade sèche, c'est un mythe tenace, hein. C'est une légende urbaine. C'est très intéressant à voir comme espèce de viralité en fait, hein, sur informationnel. C'est très intéressant parce que voilà. Alors je ne sais plus à quelle année c'était, mais voilà, il y a quelques années, un enfant aux États-Unis va à la piscine. Bon, il chahute, etc. Il boit la tasse, hein, une, deux, trois fois. Bon, il sort de l'eau, voilà, il se remet, hein, tout va bien. Et quelques jours plus tard, il est retrouvé mort. En fait, il est décédé subitement. Et là, vient des journalistes qui reprennent l'histoire, des journaux qui reprennent la chose et qui vont nous parler d'un terme qu'on un peu mal qualifié, en fait, qui utilise une mauvaise représentation de la chose, de noyade sèche. Ça va se propager très rapidement. Oui, cet enfant, noyade sèche, etc. On joue sur la peur parentale. C'est extrêmement efficace, la peur parentale, Hmm. d'un nouveau danger qu'on ne connaîtrait pas, qu'on ne ferait pas attention pour propager une fake news. Et puis, plus tard, en fait, à l'autopsie, on s'est aperçu que cet enfant, il avait un problème cardiaque, hein. Alors, selon les articles maintenant qu'on peut lire, c'est une myocardite ou une malformation cardiaque, tout dépend, mais c'est un problème cardiaque qui a causé ce décès. Et donc, on a le principe qui veut, et qui est extrêmement difficile à comprendre à notre époque, surtout après Covid, c'est que c'est pas parce que deux événements se suivent que le premier va en fait être la cause du second. Et là, on est exactement dans ce genre de dilemme. Et depuis, ben, en fait, il revient tous les ans. Il a même été mis dans des séries télévisées américaines, françaises, parce que justement, ça utilise un peu du suspense, un truc scénaristique. Et ça a la peau dure, ça a la peau hyper dure. Chaque été, on reçoit nos enfants qu'on craint pour une noyade sèche, mais bah, ça n'existe pas, donc Et donc, c'est on va rien tiré faire. d'un seul cas dont on a Tout à parlé, fait. enfin, qu'on a monté en épingle, alors un cas dramatique, mais d'accord. Bon, étonnant. Et tu pourrais même t'amuser à voir, maintenant tu as des articles de journaux qui ont repris ça d'année en année, et le nom de l'enfant, la ville d'où il est né, etc., tout change à chaque fois, hein. Brian, Tyler, voilà, tout Journalisme change. sur 20, hein. Alors, bon, il y a d'autres choses comme attraper froid, des trucs, enfin, les gens iront voir. Euh, Au-delà du folklore ou de la panique un petit peu, il y a les vrais dangers en fait. Il y a des croyances qui sont vraiment dangereuses. Il y a les colliers d'ambre. Ça fait des années que c'est à la mode. Ouais, Donc, ouais, il y donc a ça, c'est lié à des la colliers d'ambre. lithothérapie avec l'idée que l'ambre est un matériau, une pierre, qui, par sa présence sur le corps de l'enfant, réduirait les douleurs dentaires particulières. Enfin, il y a peut-être d'autres, hein, tu nous diras. Ouais, ouais, ouais. Sauf que ça peut tuer en fait. Bah oui, oui, oui. Donc il faut choisir, hein. Est-ce qu'on veut un enfant en bonne santé ou est-ce qu'on veut un collier d'ambre, hein? Ça,
c'est tout le dilemme. Bon, après avoir fait 9 mois pour un enfant, quand même, moi, je pense que le collier d'ambre, on peut s'en passer. Alors, à ce sujet, d'ailleurs, si je peux me permettre de te conseiller, il y a un article de 2000, je crois de 2012 qui avait été mené en France. Alors, encore une fois, pareil, le nom de la fac m'échappe, qui est vraiment passionnant parce ils se sont amusés à reprendre d'où ça vient, en fait. Au lieu du collier d'ambre, à reprendre d'où vient la croyance de mettre un collier, hein, qui a tout en fait à voir avec les croyances dans l'Antiquité, au Moyen Âge et par la suite que de mettre quelque chose au cou peut attirer le mal dessus. Et d'autant Ah, plus si ce quelque chose ressemble à ce qu'on combat. Donc là, les petites pierres d'ambre peuvent mimer les bourgeons dentaires. Et en fait, cette croyance s'est perpétuée. Les gens n'en ont plus conscience aujourd'hui, hein, soyons oui, bien clairs. sûr. Ils n'en ont plus conscience que ça vient de là. Mais c'est intéressant justement de voir cette évolution. Et aujourd'hui, quand on questionne les parents, c'est ce qu'ils disaient dans cette étude, toujours, ils savent pas. Ils ne savent pas pourquoi ils le font. Parfois, c'est par tradition, parce que des amis les ont conseillés, des parents leur ont conseillé. C'est très souvent, quasiment toujours des personnes non médicales. Ça relève vraiment du folklore. Et c'est quelque chose de passionnant. Parce que c'est quelque chose qui est aussi une sorte d'objet pour se rassurer en tant que parent. Parce que Voilà. ça, c'est quelque chose de fondamental dans la périnatalité, de faire quelque chose. On fait quelque chose. On a mis un collier, on a fait quelque chose pour aider son enfant. On a un objet qui prouve que le parent a fait quelque chose, s'implique dans la douleur, ces douleurs dentaires de parents. Dans le chat, Euh, quelqu'un fait remarquer que voilà, lui, il est kiné, et ses enfants sont passés par la case ostéo, micro-kiné, sorcière, kinésiologue, pour soigner le sentiment d'impuissance de son épouse qui était inquiète de ne pas faire ce qu'il fallait en fait. Et donc, il faut pas leur jeter la pierre. C'est normal non, d'être non. angoissé quand vous avez un enfant que vous l'aimez, que vous voulez faire absolument tout. Et c'est tellement désemparant que bah, on se rattache à tous les récits. Et le collier d'ambre, après tout, pourquoi pas? Sauf que, et les gens demandent, mais en quoi est-ce que c'est dangereux? Tu peux me dire pourquoi c'est dangereux en fait? Ah, c'est dangereux parce qu'on s'est aperçu que le collier, si tu veux, il peut s'attacher très facilement au barreau du lit, à un crochet, à un truc dans le lit, tout simplement, et ça, bah, ça étouffe l'enfant, Tout bêtement, ou bah, il va se l'enfant rompre et s'étrangle. l'enfant va inhaler va inhaler la pierre d'ambre, En hein, plus, et oui. mourir. Mais il y a des trucs fascinants parce que en 2003, Necker à Paris, si je me trompe pas à l'hôpital, hein, mais c'est à Paris en tout cas, qui a sondé son SMUR pédiatrique, qui voit que 30 enfants par an sont décédés de strangulation ou d'ingestion autour d'un collier, hein. Même on pourrait généraliser à tous les colliers. Plus intéressant encore, en 2000, Ah, on a un léger problème technique, ça a planté, mais on a eu droit à ça. Alors qui a attends, tu vas provoqué reprendre s'il te l'interdiction plaît. d'ailleurs. Tu nous parlais de 30 morts par an, puis ça a coupé. Alors juste, je précise aux gens Ouais. que 30 morts par an, c'est à peu près autant que les victimes de parapente, de spéléologie, de plongée sous-marine et de saut élastique ou en parachute réunis. Le Oui, collier donc d'ambre est c'est quand aussi même pas dangereux que mal. tout ça réuni. Voilà. Alors que l'enfant ne fait pas de spéléologie, Bah hein, oui. soyons clairs. Mais là, on est dans un truc, voilà, c'est vraiment une croyance qui va être dangereuse. On parlait tout à l'heure de la balance bénéfice-risque. Là, on est clairement, mais alors clairement, dans l'énorme risque. Le risque, c'est quand même Ah, ça recoupe malheureusement. Qu'est-ce qui se passe? parce que c'est très révélateur sur les mécanismes humains, hein, tout simplement. C'est que dans cette étude, les parents qu'on avait suivis, qu'on avait interrogés, hein, par rapport à ça, on leur a dit, voilà, on a trouvé, on a compulsé des chiffres un petit peu, et on a vu que ça avait tué autant d'enfants par an. Ben, il y en a deux couples qu'ils ont enlevé direct, hein, ils ont dit, bah, c'est tout, hein, plus de collier d'ambre. Et il y en a au moins une dizaine de couples derrière qui ont dit, ah bah ouais, mais non, ouais, non. En fait, l'inconfort de la poussée dentaire, c'était quelque chose qu'ils voyaient, qu'ils vivaient, mais le danger de soi-disant mort par strangulation, tout ça, c'était tellement quelque chose d'abstrait qu'ils préféraient courir le risque. Et ça montre, bah, parfois, on est désarmé. On a des vrais arguments où on peut évaluer les risques. Et pour ça, il faut des données. On ne peut pas évaluer un risque lorsqu'on en est dessus. Il faut vraiment prendre du recul, prendre plein de données. C'est pour ça que ça existe, la science. Et il y a des gens qui n'ont pas confiance. Ils préfèrent le contact avec le réel. Et ça, on ne Hum. peut pas faire grand-chose contre ça, malheureusement. Et, et 30 morts par an, en France, c'est pas négligeable du tout, hein.
C'est beaucoup, hein? Alors parce que on aime, je sais que sur la chaîne, on aime bien être très précis, et moi aussi, hein, d'ailleurs. Attention, hein, c'était un chiffre de 2003. Est-ce qu'il y a eu d'autres enquêtes depuis? Est-ce que ça a diminué? J'espère, hein, j'espère quand même que ça a diminué, parce que c'est quand même maintenant, il y a quand même des règles de sécurité qui sont édictées pour les colliers, ce que je trouve aberrant d'ailleurs, hein, au passage, hein, parce qu'il y a des pays qui ont eu plus de crans que nous et qui l'ont interdit en officine ou à la vente. En fait, ça devrait jamais se trouver. Mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ça sera encore 30. Par Mais par contre, en exemple, 2003, oui, il y a eu ouais, 30 enfants qui sont morts à cause de ça. parce que là, d'un seul coup, je fais tilt te parler d'officine. Si jamais une pharmacie vend des colliers d'ambre en Ouais. France, sachant que ça ne peut pas soigner les gens et que ça fait 30 morts par an, même si on est que c'est moins, est-ce qu'on peut espérer que ces gens aillent en cabane? Pardon, la question, enfin, évidemment que tu n'as pas la réponse, mais je suis choqué en fait, parce que je crâle souvent sur les pharmaciens et je suis allé à Caen faire un cours dans les étudiants pharmaciens et j'étais gentil avec eux, ils sont adorables. Mais le métier m'agace profondément parfois et parce que j'ai vu de la lithothérapie en pharmacie. Donc, comme les colliers d'ambre, c'est de la lithothérapie, ce serait grave quand même qu'on en vende en France aujourd'hui en pharmacie. C'est gravissime, mais d'un autre côté, rentre dans une pharmacie. Beaucoup de pharmacies, malheureusement, aujourd'hui, la plupart des produits que tu as dedans ben, ne sont pas du tout prouvés par la science. Oui, On va parler, parlons des compléments alimentaires, de l'homéopathie, de colliers d'ambre. Il y a plein de trucs comme ça qui les ne le sirops. sont pas. Il y a des trucs aussi qui continuent à être vendus alors qu'ils ne devraient plus. Genre là récemment, on a vu tout ce qui est neurophène, etc., qui crée des risques. On s'en est aperçu au fur et à mesure du temps, donc il ne devrait plus être en vente libre. Certains veulent persister à le vendre. Euh, on est dans un phénomène en effet, où la responsabilité, quand même, il faudrait quand même la remettre au centre. Hein. La responsabilité, tu es pharmacien, tu vends quelque chose. Le pharmacien est aussi une profession qui doit s'appuyer sur les données de la science. Oui, ah mais Toujours. bien, je râle beaucoup sur l'homéopathie, mais bon, l'homéopathie, ce qui est dangereux, c'est pas la granule, c'est la croyance. Mais dans le Oui, collier d'ambre, l'objet en soi, il est dangereux. Et donc là, ça mériterait que, si vous êtes client et que vous trouvez ça, mettez ça sur le comptoir et dites, ce produit, non seulement il n'a pas de bénéfice, mais il est dangereux. Ne le vendez pas. Dites-le gentiment, mais enfin, il faudrait qu'ils aient honte de le faire. Bon, je fais la parenthèse que... oui, à minima comme tu dis, les pharmacies, parce que les pharmacies sont quand même un lieu de soins, de santé. C'est des gens, en effet, hein, qui sont inclus dans le secret médical, et Hmm. c'est pour ça que c'est grave. Après, c'est vrai, hein, moi, j'ai fait l'expérience, hein, on va à côté, on rentre dans un nature et découverte, hop, il y a plein de colliers d'ambre partout, hein, et ça les dérange pas, visiblement, ça les dérange pas non plus, parce que soi-disant, c'est certifié, homologué, etc. Normalement, il y a une recommandation qui dit qu'avant 3 ans, l'enfant, il doit rien avoir autour du cou. En fait, l'enfant, à minima, il doit rien avoir autour du cou quand il dort. Ça, c'est une certitude. Ouais. Alors, le titre, c'est Le bisou magique. Et en fait, ça existe. Alors, je vous renvoie vers Primum Nocere, je crois. Enfin, il en avait parlé chez nous un petit peu. Il y a une théorie, enfin une explication scientifique qui n'est pas forcément avérée, mais quand même qui est relativement solide et qui fait, voilà, qui est admise plus ou moins sur le fait que lorsqu'on se fait un bobo, qu'on a mal, euh, qu'on soit enfant ou pas d'ailleurs, et qu'on applique sur ce bobo un petit bisou ou un truc léger, et ben ça soulage, ça fait du bien. Et le bisou magique, il n'est pas magique. Physiologiquement, on a une explication, et donc tu le dis dans le livre. Est-ce que tu peux nous donner quand même, voilà, tu vas déflorer le secret. C'est Oui, quoi tu l'explication? vas me faire révéler le titre La réponse va être au titre du livre, c'est terrible. La réponse est oui, il Euh, existe, et oui, ça marche, et vous aurez tous les détails, mais rapidement, voilà, en 3 minutes, explique-nous euh, comment c'est possible que, alors qu'on ne fait rien a priori, et qu'on se dit, bah, il n'y a aucune intervention, euh, le fait de juste toucher l'endroit où on a mal, ça soulage, parce que ça paraît ouais. bizarre. Mais à un moment, on a pris bisou magique, hein, parce que tout le monde connaît chez les parents le bisou magique, mais on pourrait mettre bisou magique, eau magique, souffle magique, ce que tu veux de Oui, magique, hein, la pommade même magique. arnica magique, hein, si on Voilà. veut. En fait, tout vient du fait que dans l'information qui est apportée au cerveau, les nerfs, c'est comme un peu des câbles électriques. Hein. À l'intérieur des câbles électriques, il y a plusieurs, parfois, diamètres faisceaux qui vont dans le câble électrique. Et là, c'est pareil. Donc, on a plusieurs types de nerfs.
alpha, delta, etc. C'est des fibres différentes. Et l'information, toutes les informations ne vont pas passer par les mêmes fibres. Il y a l'information justement thermoalgique qui va passer par une première fibre. Alors, Et thermoalgique, il faut que tu expliques. oui, thermoalgique, pardon. Le thermique, donc c'est tout ce qui est le thermique, donc la sensation de chaud froid, et algique, c'est la douleur. Voilà. Donc la sensation de la douleur, d'un côté, va passer par la fibre numéro 1, on va dire. Et quand vous arrivez en faisant un bisou, en touchant, en appliquant quelque chose, en massant avec une crème, vous allez solliciter non pas, en fait, ni le chaud ni la douleur, vous sollicitez la sensation, donc la Touché. sensibilité. Et c'est une information qui va passer par des fibres qui sont plus fines et plus rapides. Donc l'information c'est comme une autoroute, va doubler en fait l'information de la douleur qui était précédente et va arriver avant elle au niveau des ganglions sensitifs et après du cortex, etc. Et ça va entrer en compétition. Un peu comme quand vous arrivez à un péage et que vous passez avant l'autre et que vous entrez en compétition avec la fille de l'à côté. Du coup, ça va amoindrir l'effet de la douleur. Vous pouvez vous faire le test, c'est très simple. Hein. Alors, je ne demande pas, attention, de frapper Coup de vos marteau enfants et contre le en coin de test. la table basse. Hein. C'est pas éthique, on le rappelle. Voilà. Tu es un peu figé, donc tu nous parles de table basse. Vous faites ça sur le bobo, ça amoindrit l'effet. Ça s'appelle le gate control. Alors, comme ça a été un peu juste coupé de 5 secondes, redis-nous ce qu'il faut faire. C'est quoi le test à la maison? Mais en gros, dès que, sur nous, hein, si on veut l'éprouver nous-mêmes, quand, je sais pas, on se tape l'orteil contre le coin de la table basse, qui fait très L'orteil, il faut mal, être ou leste. quand Hein. on se fait n'importe quel bobo, on peut, l'action de frotter, l'action de souffler, frotter, Oui. fait que la douleur, elle est un peu moindre. Elle est C'est réduite. ça, en fait, l'effet de compétition. Est-ce que le fait que quand on se démange, on gratte, ça va mieux et après ça revient plus fort, c'est lié? C'est le même phénomène? C'est en partie le même phénomène. Alors, ce n'est pas forcément, parce qu'il y a d'autres mécanismes à côté, hein, surtout sur les trucs allergiques, Mm. etc. Mais ça participe de ça, en fait. Encore une fois, quand tu te grattes, tu fais une pression, tu fais quelque chose qui a lieu à la sensibilité, qu'elle soit protopathique. Donc, la sensibilité protopathique, c'est la sensibilité, on va dire, des gros doigts hein, dessus, et la sensation épicritique qui va être sur les choses fines, quand on se pique, etc. Et ces sensations vont entrer en compétition avec les autres. Donc là, on a au moins pour une partie de ça, mais après, bien sûr, comme il y a des phénomènes allergiques, ben, ça revient, c'est pas médié par les mêmes choses, il n'y a pas que les nerfs qui interviennent, et du coup, la sensation de grattage, elle s'en va pas non plus. D'accord. Public, si vous avez des questions pour l'invité, vous mettez Ask, puis vous posez la question, et puis l'équipe ce soir qui est composée d'un Gertis, Avistu, Arnaud, Sacha peut-être et Vlad que j'ai vu passer tout à l'heure, font remonter les questions, j'ai un œil dessus, et notamment il y a des gens qui demandent est-ce que certaines croyances peuvent être bénéfiques parce qu'elles permettent voilà, malgré tout d'être peut-être plus observant ou plus attentif à certains signaux. Je reformule la question. Est-ce qu'on a des croyances a priori fausses, mais que tu trouves utiles, toi, dans la manière dont les gens se comportent par rapport à leur santé ou celle de leurs enfants? Le sel que j'ai mis récemment, qui est sur l'hydrocultion, c'est pas forcément contre-productif. Finalement, ça incite. Même si le raisonnement est biaisé dans l'hydrocultion, ce n'est pas le fait que parce que vous avez mangé qui fait que vous touchez l'eau, paf, vous allez avoir un malaise. Non, c'est le fait qu'on n'a pas eu d'activité, etc. Avant. Mais bon, je vous laisse découvrir ça en détail dans le livre. Cet instinct, même s'il est biaisé, s'il n'est pas passé dans les bonnes choses, en fait, va prémunir aussi de certains malaises de l'enfant dans l'eau, en fait, tout simplement. Et puis, il va permettre aussi aux parents d'être en plus en tranquillité après avoir mangé, ce qui est non négligeable, hein, on va se le dire aussi entre nous. Il y a des croyances qui vont être des choses, même finalement, quand on y revient à ce qu'on vient de dire, mais le bisou magique, c'est pas si mauvais que ça, au contraire, Oui. c'est bien mieux. Ça nous évite d'employer 12 000 autres choses, de recourir à des choses, à l'homéopathie et recourir à des choses qui procèdent finalement aussi de je donne quelque chose, je ne sais même pas si c'est efficace, etc. Alors que là, il n'y a aucun effet négatif. Donc on est dans le truc qui est plutôt bénéfique. Alors, dans ton livre, tu parles de la bléopathie, tu as inventé un truc, parce que, en gros, pour faire la leçon aux gens sur comment ça marche une médecine alternative, ou une pratique de soins alternative, non conventionnelle, enfin une fausse médecine, quoi, qui arrive, avec en général, et tu l'as évoqué pour Kiss et pour le frein, en général des explications monocausales
Toutes les maladies sont expliquées par ce problème-là, et moi j'ai le remède à votre truc. Voilà. Tu peux nous présenter un petit peu ça et le message que tu as voulu faire passer. Finalement, c'est quoi? C'est le principe du bonimenteur. En fait, quand on y pense, dans ces films, quand on regarde dans la conquête de l'Ouest américain, où il y a quelqu'un qui se pointe, et puis il a des potions, et la potion va, L'huile de serpent. voilà, va soigner quelque chose, et en plus, elle va soigner plein de trucs différents. Comme Ferrari l'avait dit dans son sketch sur l'homéopathie, vous regardez les indications de certains médicaments homéopathiques, vous avez, ça soigne des troubles du comportement et puis ça soigne de la rhinopharyngite. C'est quand même assez extraordinaire, alors que ce n'est pas du tout lié. En gros, le principe de ça, d'avoir fait un truc sur la biopathie, c'était que au départ, on va être honnête, je pensais plutôt à l'ostéopathie. Après, je me suis dit que j'avais pas juste ciblé ça parce que toutes les... Alors, je préfère ton mot que tu avais employé auparavant, pratique de soins non conventionnels, Mm. parce que je rappelle quand même quelque chose d'essentiel aux gens. La médecine, c'est les preuves. Donc, nous, on ne refuse pas que une technique ou un médicament ou un soin soit fait, prescrit par un médecin. On demande qu'elle soit prouvée avant de l'utiliser. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a déremboursé l'homéopathie, parce que quand on a demandé la preuve d'une efficacité dans une étude de bonne qualité versus placebo, groupe de contrôle et tout le tintouin, personne n'a réussi à le trouver parmi les homéopathes. Mais par contre, demain, soyons clairs, nous avons un procédé ostéopathique ou un procédé homéopathique qui a une preuve de supériorité versus placebo, eh ben, ça sera plus de l'ostéopathie, ça sera de la médecine. La médecine, c'est le champ des choses qui est prouvé sur une base scientifique avec des preuves scientifiques. Donc le reste qui est à côté, les pratiques de soins non conventionnels, vont être là pour essayer d'établir des sortes parfois de pensées magiques, hein, d'essayer d'établir parfois de remettre au goût du jour certaines traditions, etc., comme on l'avait avec le collier Je d'ambre. mets un bémol, Mais juste pour rappeler aux gens que tu ne dis pas que tout ce qui est en médecine, il restera parce qu'il y a des choses non, qu'on utilise et qui en fait n'étaient pas bien prouvées, ou en fait dans telle application, après on trouvera mieux. Donc tout change, tout évolue, et c'est très et très bien. heureusement, Voilà, non mais parce que comme tu ne l'as pas heureusement parce que précisé, il y a des tu as gens tout qui à fait vont raison, hein. penser que tu es dogmatique, et c'est pas le propos que Non, tu avais. parce que, encore une fois, entre le moment où moi j'ai commencé mon internat et le moment où je suis là aujourd'hui médecin, il y a des choses que je ne fais plus parce qu'il y a des recommandations qui ont changé. Et c'est pour ça que je suis aussi assez dubitatif sur ces gens qui restent rivés sur certains principes, notamment en pseudosciences ou parfois en médecine, et qui ne remettent pas en cause les choses à la lumière des nouvelles preuves qui sont apportées. Le principe d'une science, c'est de ne pas être une religion et donc de croire aveuglément, c'est de toujours se questionner si est-ce qu'on est sur la meilleure option, est-ce qu'on est sur la meilleure balance bénéfice-risque. Si demain, on me trouve que le traitement Y n'a pas autant de bénéfices qu'on l'avait escompté après l'avoir mis dans la population générale, donc en dehors des études, et qu'on revoit ces indications, ben je reverrai mes indications. C'est ça le principe de la science. Le principe de la science n'est pas la certitude, le principe de la science, c'est le doute même. Donc c'est ça qui est très important, et je te remercie au passage de l'avoir rappelé. Et donc cette biopathie que tu Donc, proposes, c'est pour oui, montrer un peu comment ça marche et comment ça se oui, construit. Et parce que, en général, si on ne trouve pas le propos d'emblée un peu ridicule ou un peu absurde, bah, l'histoire, elle attrape les gens. Puisque pourquoi est-ce que ce serait faux? Et oui, donc ça marche. c'est Enfin, ça marche, ça attrape. c'est pour ça que je l'ai fait par l'absurde. Cette histoire des pieds de blé qui va soigner les choses, c'est vraiment un truc absurde. Mais finalement, quand on vous dit la même chose avec une substance diluée dans 12 millions de piscines, ou tout résoudre par l'apposition des mains, ou en faisant des choses sur les fascias, alors que les fascias, vu là où ils sont, on va pas faire grand-chose dessus à moins d'être chirurgien. La Euh, fasciothérapie, vidéo sur la tronche en biais, allez oui, voir. tout à fait. Et en fait, ça nous paraît, là, la bléopathie, c'est une démonstration par l'absurde. Pourquoi on croit directement des choses où on dit qu'ils peuvent tout faire, tout soigner, par la même procédé, hein. Rappelons le même procédé, ça c'est quelque chose d'essentiel. La médecine n'emploie pas les mêmes procédés, les mêmes molécules, les mêmes mécanismes. Chaque discipline a des choses différentes à apporter aux autres.
Et là, vous avez souvent donc des pseudosciences qui vont apporter une réponse universelle à peu près tous les mots. Une dilution à chaque mot, une position des mains à chaque mot, toutes des choses en fait qui vont avoir de la monoréponse. On est dans la monoréponse, le même type de choses pour répondre à tous les mots qui arrivent aux patients. Et puis surtout, un bobo, quel qu'il soit, hop, en face, on a le traitement, souvent en homéopathie, qui est une molécule. Et donc, en fait, finalement, c'est pile l'inverse où il déclare que l'homéopathie, ça permet de moins prendre de médicaments. En fait, ça installe dans le cerveau, dès que j'ai un problème, j'ai forcément un truc à prendre, à avaler. Et donc, ça n'incite pas à prendre moins de médicaments, finalement. Oui, c'est un conditionnement. Après, tu parlais d'être complètement honnête. J'ai un chapitre aussi dans le livre, et ça j'insiste dessus parce que c'est ça à laquelle je passe les trois quarts de mon temps aux urgences, à enlever des médicaments inutiles aux enfants, des médicaments qui n'ont pas en fait d'autre effet que le placebo et qui n'ont pas Ça coupe un peu, mais il va revenir. On sait qu'il revient. choses qui en fait ne sont pas là pour soigner. Et c'est pour ça que c'est important de... Alors, Par contre, si ça coupe plusieurs fois comme ça va être compliqué de suivre le propos. Et tu de c'est soit. retour. Alors, ça a coupé un petit peu trop, Nicolas. Oui, alors ça a coupé où? Eh ben, je sais plus, mais tu as dit, y a trop de médicaments, ils ne servent pas à soigner, mais Voilà, ils ne servent pas à soigner, mais pourtant, on les prescrit à fond, et moi je suis contre ça. Je passe mon temps à les enlever. ça va être compliqué là. Moi, je Et peux c'est rien pour ça qu'il faire. faut le faire le ménage aussi dans notre propre métier. On n'a pas aussi à surmédicaliser les enfants. C'est quelque chose qui est contre-productif. Quelqu'un demande, un conseil, docteur. En cas de trouble mineur, voilà, l'enfant pleure un peu machin, le parent veut maximiser l'effet placebo, il veut pas lui donner des saloperies. Qu'est-ce que tu conseilles le bisou magique peut-être. Voilà, c'est un truc de médecin, voilà, un petit conseil de grand-papa pédiatre pour les parents qui veulent faire bien les choses. En fait, c'est ça aussi. Alors, c'est une question intéressante. C'est une question très intéressante parce que c'est ça pourquoi on a un essor énorme de ce genre de choses. En gros, par exemple, quand vous avez les pleurs coliques de l'enfant, la réponse, c'est que je suis désolé, à part alors les massages du ventre, de l'attention, couvez votre enfant avec plein d'amour, être là pour lui, être attentif. Il n'y a pas de remède miracle. Il n'y a pas de même le donner du Doliprane, ça n'a pas fait la preuve d'une énorme efficacité. On peut essayer, mais c'est pas incroyable. Il y a peut-être un probiotique qui accorde dans les études 1 heure en moins de pleurs quand on a les pleurs des nourrissons. Mais c'est quelque chose d'essentiel parce que vous êtes parent, le fait de vous occuper de votre enfant, de l'avoir dans vos bras, même s'il pleure, même s'il n'y a pas de solution à apporter, ça nous fait nous sentir impuissants. Et le sentiment d'impuissance, de ne rien faire, de ne pas faire, est encore plus terrible sur l'enfant que sur soi-même. Oui. Et ça, c'est ça un des moteurs, en fait, des pseudosciences et des fake med en périnatalité, des croyances qui sont autour, faut faire quelque chose. Parce que Malheureusement, tout vaut sur les mieux pleurs de que d'être l'enfant, c'est impuissant là où et de rien il faire. faut quelque chose. Pardon? Tout vaut mieux pour se sentir bien en tant que parent que de ne rien faire. Oui, et attention, encore une fois, on n'est pas dans le jugement. Je veux dire, on le comprend, c'est humain. C'est ça aussi, hein, en pédiatrie, on passe les trois quarts du temps à la réassurance parentale quand on a le temps, hein, parce on est de moins en moins nombreux, etc. Mm. Quand on a le temps, on essaye de réassurer le parent. Il faut trouver les mots, il faut trouver les façons, il faut trouver parfois le temps pour revoir après. Le suivi, c'est quelque chose d'important, l'accompagnement. L'accompagnement des pères, des mères, surtout les mères, hein, comme tu l'as dit, hein, qui sont surtout là dans les soins encore aujourd'hui. Et le fait de ne rien faire, parfois, c'est déjà faire quelque chose, ne serait-ce que s'occuper de son enfant et ne pas lui donner des choses, bah, comme on disait dans le commentaire, des choses saloperies, des trucs qui ne servent à rien. C'est déjà faire quelque chose, c'est déjà avoir conscience que le pleur du nourrisson, la colique du nourrisson, c'est quelque chose qui va passer avec l'âge. C'est une étape difficile, mais ça va passer avec l'âge. Voilà, et d'arriver, et là,
En fait, on revient finalement sur le premier livre que j'avais édité, hein, L'urgence en notre urgence, c'est-à-dire d'arriver vraiment à savoir détecter, nous, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas de ce qui se passe. Donc, achetez les deux livres, comme ça vous aurez les réponses à tout ça. Un petit mot sur la vaccination. Évidemment, les enfants sont, c'est l'âge auquel on commence. Alors, je ne sais pas trop, c'est quoi le calendrier, tu pourrais nous parler un petit peu. Évidemment, comme on est en France, ça coince un peu plus qu'ailleurs, pour plein de raisons. Je ne vais pas t'interroger là-dessus, mais bon, toi, tu es aux premières loges, aux urgences. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un enfant qui n'est pas vacciné? Euh, Comment on parle aux parents? Et est-ce que tu as des histoires à nous raconter sur quand ça se passe bien, quand ça se passe mal? Alors, déjà, tu m'aurais prévenu de cet abord de vaccination, j'aurais mis une cagoule hein, voilà, Bah, hein, il n'est pas trop tard, tu as une pour le capuche. problème. Ah, oui, oui, j'ai une capuche, mais maintenant on me reconnaîtra si on fait marche arrière sur Ah, la pas vidéo dans le sûr. Non, replay. mais Voilà, parce que c'est trop pas les tard, il faut que ça aille. antivax, ils y penseront pas. Alors, l'antivax, c'est un phénomène qui a pris un essor encore plus important avec la période Covid, avec toute la méfiance qu'il y a autour de la science. Et nous, aux urgences, ben, on y est confrontés, et on y était confrontés avant, hein, parce qu'il faut se souvenir qu'avant le Covid, avant toutes ces histoires sur le vaccin Covid, où je ne reviendrai pas, on avait, nous, mis des vaccins obligatoires, parce qu'on avait une chute de la vaccination sur des maladies où les parents oublient, en fait, la civilisation occidentale oublie que certaines maladies étaient terribles, hein, genre la poliomyélite qui peut nous forcer à vivre dans un poumon de fer, La genre coqueluche. la méningite qui est encore pourtant présente. Les gens ont tendance à oublier qu'il y a des dangers qui guettent l'enfant qu'on a réussi à faire disparaître ou à résoudre à minima, à faire en sorte qu'il y en ait le moins À possible. contrôler, quoi. Aux urgences, c'est compliqué. C'est compliqué. On n'arrive pas aux urgences souvent par hasard, par rapport, du moins en tout cas par rapport à l'inquiétude parentale. C'est-à-dire que le parent arrive inquiet, souvent avec son enfant, ben, pour caricaturer, hein, mais c'est ce qui arrive, avec de la fièvre, qui va mal. Et là, quand vous avez un enfant qui est en face de vous, par exemple à 8, 10 mois, je l'ai déjà vu même à des âges supérieurs, qui n'ont aucun vaccin, il se passe quelque chose, c'est que, en effet, comme tu disais, il y a deux catégories qui vont se présenter. Il y a la première, qui est la large majorité, on va dire 95% des parents qui sont flippés et qui savent qu'ils ont potentiellement fait une connerie. Donc là, du coup, le discours anti-vax, il est en arrière et on arrive assez à les raisonner en reprenant les choses pas à pas et leur disant, ben voilà, maintenant on est dans cette situation-là et si c'est ça. Voilà. Et après, vous avez les irréductibles gaulois, hein, vous avez les 5% qui sont agressifs jusqu'au bout, qui ne veulent pas de traitement, qui ne veulent pas qui sont contre toute forme de médication, qui la vaccination, leur enfant n'est pas encore prêt à se faire vacciner alors que genre il a 18 mois, mais par contre visiblement il est vachement prêt pour un méningocoque. Et en gros, ces gens-là, ils sont impossibles à accéder au raisonnement. C'est d'où malheureusement, hein, la vaccination obligatoire qui est imposée. Si on voit dans le cas extrême que voilà, il y a manifestement plus qu'une non-vaccination par, comme tu disais, des gens sur qui on a fait peur, etc. C'est vraiment des zélateurs hein, anti-vax. Moi, je pousse parfois jusqu'à faire une information préoccupante ou un Ouais. signalement aux services sociaux pour résoudre la chose. Ça s'appelle, il faut rappeler quand même une chose au centre, la vaccination chez l'enfant, le fait de non vacciner son enfant, c'est puni. Parce que c'est une négligence, c'est une pardon, maltraitante par négligence. Ouais, c'est très important ça. Ça peut choquer des gens qui considèrent que l'État n'a pas à s'immiscer dans l'intimité du corps des enfants et qui considèrent que les parents sont aptes à décider pour leur enfant. Or, les parents n'ont pas tous les droits sur leurs enfants. Vous n'avez pas le droit de ne pas éduquer vos enfants. Ils doivent aller à l'école. Enfin, ils doivent recevoir une éducation. Ils doivent recevoir des soins. Et de la vaccination, en France, bah, ça fait partie des soins qui sont obligatoires parce que, pas tous, hein, mais un certain nombre, on estime que si vous ne le faites pas, vous manquez à vos devoirs, en fait. Vous avez une obligation au regard de la société par rapport à vos enfants. Tout à fait, tout à fait. Et il faut quand même rappeler aussi que les enfants, c'est des mineurs, hein, c'est une catégorie particulière dans la loi.
on protège. Nous, on protège les enfants. Et le soignant est censé protéger l'enfant dès qu'il rentre dans la structure hospitalière, dans la structure de soins, le médecin, tout ça. C'est pour ça qu'il existe des procédures de signalement et tout. Et qu'il existe des ordonnances de placement provisoire, des enfants qui se font enlever à l'autorité parentale, parce que le garant ne peut pas être le parent. C'est pour une situation très bête, hein, que tout le monde va comprendre. Imaginons que vous recevez aux enfants un enfant aux urgences qui s'est mystérieusement brisé le fémur, par en plus à la radio un phénomène de torsion. Et ben en fait, vous avez le devoir d'hospitaliser cet enfant et d'ouvrir une enquête et de voir si ce n'est pas de la maltraitance. Imaginons que nous vivions dans un pays où nous n'avions pas la possibilité de faire des signalements et de placer au moins temporairement l'enfant pour élucider tout ça. Mais en fait, c'est quoi? C'est-à-dire que le parent maltraitant qui ramène son enfant le laisse mettre, je sais pas, une attelle ou un plâtre à l'enfant et repartir à la maison. On est dans un délire complet. Et en Mais fait, c'est pareil pour le voilà, reste. la plupart des gens comprennent bien que les parents maltraitants n'ont pas tous les droits sur leurs enfants, mais ils estiment que comme le vaccin s'immisce dans leur corps, c'est eux qui protègent leur enfant. Et là, c'est compliqué, c'est l'idéologie et c'est la guerre, en fait. Et le Tout à médecin, fait. il est un peu entre les deux. Les gens aussi ont un problème avec justement ce contexte, ouais, contexte de maltraitance, en fait. Tout ce qui recouvre ce mot n'est pas le truc caricatural où l'enfant arrive couvert de bleu. Vous avez parfois des personnes qui mettent la vie en danger de leur enfant sans forcément s'en rendre compte parce qu'ils ont un jugement altéré pour une raison ou pour une autre. J'ai déjà eu un enfant qui avait qui était tout petit, hein, qui avait 1 mois et quelques, qui a fait un malaise grave du nourrisson. Il avait retrouvé en fait dans le lit parental qui était inanimé, hein, voilà. Il est finalement revenu à lui, ramené. Normalement, ça impose donc une hospitalisation, un bilan, un scope, etc. La maman ne voulait pas parce que bah, l'enfant en fait était revenu à la normale. 2, 3 heures s'étaient écoulées, l'enfant allait parfaitement bien, il souriait, etc. Oui. Et elle disait, on fera les examens en extérieur, on reviendra, tout ça. Mais non, en fait, ça ne marche pas comme ça. Si l'enfant est ramené à la maison, que la nuit il décède, qui va-t-on accuser? Déjà nous. Et Oui. qu'aura été notre rôle, nous, en tant que soignants? Ben, on aura permis à quelqu'un qui n'a pas le jugement nécessaire, le recul nécessaire, bah, de causer ça. Il faut le rappeler, ça, en fait. Ouais. Il y a une question, et on finira là-dessus, enfin, sauf s'il y a une question vraiment pertinente après, mais on finira sur celle-là. Après, j'en aurai une, moi, à te poser. Sur le prépuce des petits garçons. Alors, bon, on a Mhm. la circoncision et tout ce qui est aussi, mais bon, on a parfois des injonctions par crainte du phimosis, il faut tirer dessus, machin. Le pédiatre que tu es a été confronté à ça forcément. Qu'est-ce Ah, que oui, tu peux oui, me oui. dire? Je peux dire que, alors ça c'était un sujet du premier livre. En fait, le phimosis c'est très simple, hein. Pour l'enfant, il y en a beaucoup de petits garçons qui en souffrent de ce genre de choses. C'est une pathologie bénigne, mais qui répond à des règles simples. En gros, il faut savoir que le décalotage forcé, déjà, on n'oublie jamais, même par un professionnel de santé. Si un professionnel de santé vous dit décalotage forcé, vous prenez votre enfant, vous en allez ou vous me laissez le signalement. Ça s'appelle de la maltraitance aussi, c'est la maltraitance médicale. Le décalage forcé, c'est non, parce que normalement, au fur et à mesure que l'enfant grandit, le phimosis va disparaître. Il y a des adhérences au niveau du prépuce qui se font sur le gland, et si elles se lèvent au fur et à mesure, hein, en jouant dans le bain, tout ça, en fait, par la découverte de l'enfant, de son propre corps, va faire que ben, vous allez avoir finalement un décalotage naturel. Il y arrive des cas où ça ne se produit pas. C'est ce qu'on appelle vraiment le Ouais. À phimosis. quel âge on Le s'inquiète? phimosis, pardon? À quel âge on s'inquiète du coup? Bah, j'allais dire, Pardon, le excuse-moi. phimosis à l'âge donc on va dire à 3, 4 ans, si on voit qu'il n'y a vraiment pas du tout de décalotage possible, dans un premier temps, il faut en parler à son médecin, ou à un chirurgien pédiatrique, urologique, et le premier traitement de recours, c'est l'application d'une crème de dermocorticoïde au niveau de l'anneau du prépuce pour essayer de lever les adhérences. Ça pendant plusieurs semaines. Si ça rate, si ça ne marche toujours pas, dans ce cas-là, on peut envisager une opération, soit l'ablation du prépuce, soit une plastie du prépuce, selon les habitudes du chirurgien et les indications, pour lever le phimosis. Il existe aussi, alors je ne vais pas entrer dans les détails, mais d'autres indications à une opération avant, en première intention, s'il y a des infections du gland répétées qu'on appelle des balanites, s'il y a d'autres complications associées au phimosis. Mais un enfant qui arrive
à pisser et qui ne se plaint pas, on attend cet âge-là pour procéder comme j'ai dit. Donc, l'inquiétude, c'est 3-4 ans, c'est ça? C'est là où ça se passe? Oui, voilà, c'est par là. On commence à se dire 3-4 ans parce qu'après, on va le temps d'appliquer pendant plusieurs semaines la crème dermocorticoïde. Derrière, si ça marche pas, d'avoir un rendez-vous avec le chirurgien compétent. Voilà, on prévoit autour de cet âge-là, quoi. D'accord. Alors, j'ai parlé des mamans au début parce que tu m'en as parlé quand on a préparé l'émission. Ta page est suivie à forte majorité par des femmes, donc il y a un problème, enfin, il y a une asymétrie. Est-ce que c'est un problème? En tout cas, il y a une asymétrie. Euh, et il y a une angoisse des parents et des mamans en particulier. Est-ce qu'on met trop de pression sur les mamans pour qu'elles soient parfaites? C'était mon introduction et j'aimerais que tu finisses là-dessus. Et est-ce qu'on n'aurait pas besoin que les gens apprennent à s'informer sereinement pour moins s'inquiéter et peut-être qu'un bon parent, c'est un parent qui est relax. Un bon parent, c'est un parent qui est relax quand il faut être relax et qui s'inquiète au Oui. moment où il y a besoin de s'inquiéter. Et c'est tout le but finalement en fait de la démarche depuis le début, sans parler des livres, hein, depuis le début où j'ai commencé à faire des messages sur la page, c'est d'avoir des parents informés, éduqués et le mieux possible. Parce que l'information, bah, c'est aussi le nerf de la guerre. Il n'y a pas que l'argent et c'est quelque chose d'essentiel pour pouvoir prendre en charge son enfant, pour pouvoir le prendre en charge de bonne façon. Et notamment, bah, tu le fais bien le préciser, les mères, hein, les mères qui ont une injonction constante à être, surtout à l'époque d'Instagram, de tous ces réseaux où on voit des mères qui se filment en non-stop avec leurs enfants, d'être des mamans parfaites, il faut qu'elles aient tout fait. Il faut qu'elles aient vu telle ou telle personne, tel praticien, tel spécialiste, sous la menace finalement que oh, tu n'as pas fait ça quand même, ah tu l'as pas fait, ah ben quand même, Oui. le jugement constant. Et ça aussi c'est un poids, hein. C'est un poids qui permet justement encore une fois l'essor des pratiques de soins non conventionnels, de l'essor des croyances pour effrayer les parents. C'est un business, hein. C'est un business la peur parentale. C'est un business parce que qu'est-ce qui vous fait plus peur finalement que votre enfant, il lui arrive quelque chose. Moi, je ne connais pas grand-chose qui arrive Bah au oui. pied de cette peur-là, et on touche à l'intime de la personne. La mère, d'autant plus, parce que c'est encore elle qui est la plus impliquée dans la parentalité aujourd'hui. Et il y a une espèce de chape de plomb qui s'abat sur ses parents pour qu'ils soient toujours parfaits en toutes circonstances. Mais le parent, parfois, il n'a pas à être parfait. Parfois, voilà, il a besoin d'aide. Ça, c'est important à le dire. Dans les pleurs du nourrisson, hein, le pleur du nourrisson, c'est quelque chose de bénin, je le dis, sauf quand l'enfant se fait secouer et qu'il meurt ou qui est handicapé à vie, parce que Oui. souvent, bah, on n'a pas de recours ou Le que bébé parce qu'on n'a pas secoué, c'est osé les en parents parler. qui sont démunis au bout du rouleau, quoi. Ouais. Et on ne leur dit pas. Et tu vois, on a du mal à leur dire. Les parents ont du mal à dire qu'ils en peuvent plus quand l'enfant pleure, alors que bah, c'est normal. Enfin, je veux dire, on vous met un enfant qui pleure pendant 24 heures à côté de vous, elle va envie de le mettre dans une moissonneuse-batteuse, hein, c'est normal. Mais par contre, ce qui n'est pas normal, c'est de le faire. Ce qui est normal, c'est d'aller chercher de l'aide. Mais comment chercher de l'aide quand il y a une injonction, hein, mais pourquoi tu viens chercher de l'aide? Tu devrais être maman, tu devrais savoir tout Eh faire. oui. Eh Voilà, oui. c'est ça le cercle vicieux. Être autonome. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide quand vous en avez besoin et la réponse qui consiste à vous dire mais tu as voulu un enfant, tu t'en occupes n'est pas juste. Ne, Bah non. ne vous laissez pas impressionner par ce genre de choses. Rassurez-vous et offrez éventuellement ce livre aux parents un peu flippés autour de vous. Peut-être que ça peut les aider. Abonnez-vous à la chaîne en note to Bible. Un mot de la fin, docteur? Bah, écoutez, là, enfin, écoute, moi, le mot de la fin, déjà, tu as déjà dit un bon mot de la fin. Je pense que le plus important à retenir de tout ça, finalement, c'est qu'il y a toute une jungle qui s'offre autour de la périnatalité aux parents, qui fait peur, qui effraie, hein, que ce soit autour des fake meds, des fake news, des médicaments, des traitements, etc. Mais je pense aussi que l'important, c'est d'arriver à trouver des sources d'informations qui soient fiables. Donc, on sait que c'est des gens qui vont se fier à la preuve, hein, la tronche en biais, par exemple, qui vont finalement avoir comme envie de dire, non pas de juger le parent, mais de leur expliquer ce qui relève du soin, de la preuve ou de la non-preuve. Après,
le parent fait ce qui lui semble le plus juste. Nous ne sommes pas là pour être des juges, nous sommes là pour être des informateurs. Et je pense que le médecin, un de ses rôles au médecin, au pédiatre, c'est l'information loyale du patient. Très bien. Bah, merci beaucoup pour ta Merci à toi. présence. C'était super sympa. Je pense que les gens ont apprécié. Et je te libère et je vais passer au parce que moi, je n'ai pas fini ma soirée. J'ai encore un segment à faire. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.